Bonjour à tous, aujourd'hui nous continuons à développer notre script et notre apprentissage au script shell avec toujours pour objectif d'avoir un script, donc c'est l'objectif de cette série de vidéos, d'avoir un script qui permet de déployer à la volée des conteneurs Docker avec différentes options dans ce script qui permettent de supprimer, de recréer des conteneurs, etc. etc. Donc aujourd'hui, on va se concentrer sur deux choses essentielles, l'utilisation des variables d'environnement et comment fixer une valeur par défaut. Alors, pourquoi utiliser les variables d'environnement? Nous, dans notre cas très précis, ça va être pour réutiliser le nom de l'utilisateur en cours. C'est-à-dire, quand on va lancer notre script, on le lance en tant qu'un utilisateur donné, moi en l'occurrence c'est Oki, donc on va vouloir réutiliser ce nom d'utilisateur. Alors comment définir les variables? On en a déjà parlé, je rappelle. La définition d'une variable en shell, elle se fait sans utilisation de $. Donc ma variable égale quelque chose entre côtes ou entre double côtes. On verra plus tard les différences. Et puis pour l'utilisation de la variable, c'est à ce moment-là qu'on utilisera le $. Donc par exemple pour l'afficher echo $ma variable. Alors les variables d'environnement, quelles sont-elles? Alors c'est très simple, pour ça je vous invite à faire une chose. On va faire un env, donc on tape env comme ça dans la ligne de commande, et là vous voyez toutes les variables d'environnement. Donc parmi les variables principales, on a la home, on a le user, c'est celui qui nous intéresse. Donc nous, si on fait un echo $grand user, on verra notre élément. Notre utilisateur. Donc si je fais echo $grand user, hop, voilà. Donc là c'est l'utilisateur en cours. C'est pareil, quand on utilise pwd là pour indiquer, je ne sais pas si vous connaissez cette commande, moi je l'utilise assez souvent pour savoir où on se situe, ben en fait ça revient à faire un echo $pwd. Donc ça vous affiche le directory en cours. Donc on va revenir à notre présentation. Donc les variables principales, comme je vous disais, la home, le user, la langue ou le shell utilisé par exemple. Mais il y en a d'autres, et puis on peut aussi nous-mêmes créer nos propres variables d'environnement. Alors, pourquoi on va utiliser ça? Pour la gestion de nos conteneurs. En fait, ce qu'on veut faire, c'est... Donc là, je ne vais pas revenir sur l'idée de création de conteneurs, comment on fait un Docker Run, etc. Ça, je vous invite à vous rendre dans la playlist Docker dédiée spécifiquement à ça, qui fera ça, qui est dédiée, et donc qui fait ça beaucoup mieux que ce qu'on va voir là. L'objectif ici, c'est de lancer et de pouvoir supprimer des conteneurs en utilisant une variable d'environnement. Alors, comment on le fait? C'est très simple. Déjà, lancer un conteneur. Donc voilà, là je fais un petit rappel, donc c'est un docker run-tid, donc en mode détaché, etc. Et c'est là où c'est important, nous on passe un -name, et on va définir le nom de notre conteneur. Et ensuite on indique l'image qu'on utilise. Nous en l'occurrence on utilise l'image Alpine, sa version, donc la version qu'on souhaite utiliser c'est la latest, c'est-à-dire la dernière version. Donc si on veut utiliser la variable d'environnement user, voilà ce que ça donnera. On fait un docker run-tid, -name $grand user, et à ce moment là on va passer aussi le nom de l'image. Donc si on veut lister ensuite nos conteneurs, c'est assez simple, on fait un docker ps-a et on peut grepper, donc utiliser la commande grep pour limiter les lignes contenant un note $user. Donc ça va être un moyen d'utiliser, on ira un petit peu plus loin parce que c'est pas forcément la meilleure, la manière la plus poussée et la plus utile à prendre en compte pour notre script, mais on verra ça plus tard. Et pour supprimer un conteneur, on fait un docker rm-f $user, puisque nous il s'appellera $user pour commencer en tout cas. Donc on va déjà commencer par faire ça. Alors on va se rendre, donc moi ici comme je vous disais j'utilise Git, donc on est dans la branche de dev, on est à jour, donc si je fais un git status, hop, voilà, tout est à jour, donc là on est parti pour développer. Donc je fais un vim de mon script qui s'appelle deploy, et voilà, nous en étions rendus, on avait défini tous les cas possibles avec un else et des else if, et puis un else avec des if, pardon. Donc on a tous nos cas de figure possibles. Nous en l'occurrence, ce qu'on veut, c'est créer un conteneur avec donc notre $user. Donc en fait
On est bien dans le cas de la création, donc on se situe dans le premier if ici, hein, on l'a commenté. Vous voyez l'intérêt de commenter, c'est qu'on se repère très facilement, on voit qu'on est dans l'option create. Et donc là, qu'est-ce qu'on va faire? Donc nous, hop, on va se mettre déjà à la suite. Nous, on va faire un docker run TID, on a dit, --name. Et là, notre conteneur, on va lui passer $user. Et puis, on peut ajouter un petit élément qui va nous permettre de dire, voilà, l'image, on va pas l'appeler simplement $user, mais on va dire, voilà, c'est une image d'Alpine qu'on utilise, donc on met $user-Alpine, par exemple. Donc là, on met Alpine, latest. Donc Alpine, c'est le même titre que Ubuntu, hein, c'est un type d'image. Donc là, ok, c'est très bien. Donc là, on a quelque chose qui va fonctionner. Ensuite, si on veut faire gérer, alors hop, ouais, si je fais des typos, forcément, ça va pas bien marcher. Ensuite, si je veux pouvoir supprimer cette image, donc là, on va se rendre dans l'option de suppression. Donc là, on regarde nos commentaires. Est-ce qu'on l'a bien? Start, drop, pardon. Voilà, ici. Donc ici, on va faire un docker rm-f, parce qu'en fait, on veut forcer, dans le cas où le conteneur est déjà démarré, nous, ce qu'on veut faire, c'est pouvoir forcer la suppression du conteneur. Et là, on passe un $user-alpine, de la même manière qu'en fait on a défini le nom de l'image. Donc là on échappe, on enregistre et on va tester cette partie là. Donc je lance -deploy, je lance deploy, je lance un create, hop. Donc là c'est parti. Vous voyez que là donc c'est Docker qui se met en marche, il est en train de démarrer le conteneur en question. Donc là on va voir, normalement il devrait nous rendre la main. Alors pourquoi ça met un petit peu de temps? Tout simplement que je ne dois pas avoir l'image Alpine sous le coude et du coup il faut qu'il la télécharge. Si je fais un Docker PS, hop, vous voyez qu'ici j'ai bien un conteneur qui est démarré avec un nom qui s'appelle donc du nom de mon user-alpine, c'est-à-dire oki-alpine. Maintenant si je veux le supprimer, donc on utilise le -drop, donc ce que nous avions vu dans les vidéos précédentes. Je lance la suppression et comme on est avec un -F, même si mon conteneur est démarré, je vais l'avoir supprimé. Là, il me réaffiche le nom du conteneur, ça veut dire qu'il a été supprimé. Si je fais un docker ps-a pour all, pour afficher tous les types de conteneurs, ouais, alors là, c'est pas le bon exemple, mais je ne l'ai pas de lancer. Alors, ça c'est très bien, donc on a géré déjà un cas de figure. On verra dans une prochaine vidéo comment gérer les boucles. Maintenant, on va se permettre de continuer et de regarder quelques petits éléments. Donc, hop, on en était donc ici. On va aussi en profiter sur cette vidéo-là, on ne va pas l'utiliser de manière intelligente aujourd'hui, mais comment on définit une valeur par défaut. Donc ça, c'est quelque chose d'intéressant. Pour nous, pourquoi c'est intéressant? Parce qu'en fait, le script, ce qui peut se passer, c'est que quand on passe un -create, on ne donne pas d'éléments sur le nombre de conteneurs à créer. Donc on va avoir deux cas de figure à gérer. C'est soit on fait un -create et on indique un nombre, par exemple, je sais pas, 2, 3, et ça sera, du coup, on récupérera cette variable-là pour créer autant de conteneurs que le chiffre le mentionne. Par contre, si on fait un -create tout court, sans chiffre, on veut que ça applique la création d'un seul et unique conteneur. Donc voilà pourquoi on va utiliser l'élément par défaut, c'est-à-dire que nous, on va utiliser les arguments. Donc on avait vu précédemment comment utiliser les arguments. On avait vu le $1. Nous, en l'occurrence, quand on est en -create plus un chiffre, donc le -create, lui, c'est le $1, donc le chiffre, lui, c'est le $2. Donc en fait, ce qu'on va regarder, c'est est-ce que la variable, l'argument $2 est défini ou pas, est vide ou pas. Donc pour ça, on va passer un if, comme on le connaît, -z, de manière à tester la variable $2. Et du coup, si cette variable est vide, donc si le -z, comme empty, comme
pour avoir un moyen mémotechnique, on va dire empty, non, pour quelque chose de vide. Et bien dans ce cas-là, on va redéfinir notre nombre de machines à créer. Donc on va dire nb/machine égale 1. Sinon, bah, la valeur, elle prend la valeur de $2. Là, il y a une erreur de typo, c'est $2. Ok. On a un mode plus court pour faire cette rédaction-là. On a le mode suivant. Donc certains diront que c'est un mode ternaire. On ne rentrera pas dans les détails, mais c'est un mode plus concis pour pouvoir traiter ce cas de figure-là. Si on définit notre variable auparavant nb/machine égale 1, et bien si notre... alors oui, c'est $2, ici, à chaque fois que vous voyez $, de toute façon c'est $2, on est sur le deuxième argument. Donc si notre $2 est différent de rien du tout, à ce moment-là, le nombre de machines vaut... Donc si notre variable $2 n'est pas vide, à ce moment-là, on redéfinit notre nombre de machines qui prendra la valeur $2. Donc, je vais rééditer d'ailleurs tout de suite cette petite coquille parce que c'est un peu perturbant. On est dans 3 slides. Hop, voilà. On va aller rééditer tout de suite la présentation parce que j'ai pas envie derrière de vous pousser n'importe quoi. Voilà, donc là, hop, ici on travaille bien sur $2. Et ici, hop, $2. Donc nous, on va faire simplement que de l'ajouter à peu près à l'endroit où on va vouloir l'utiliser, de manière à ce que ce soit assez pratique la prochaine fois pour pouvoir continuer. Hop, voilà. Donc nous, on va à la fin. Voilà. Donc nous, on va utiliser cette manière-là, qui est plutôt sympathique et qui évite de faire du if dans du if. En tout cas, ça donne l'impression de ne pas faire des boucles dans des boucles, même si au final, le résultat est le même. Donc nous, ici, on va tester avant la création de notre conteneur. On définit la variable nombre de machines. On dit qu'elle est variable, qu'elle est égale à 1. Si $2 est différent, donc si $2 est défini, à ce moment-là, la variable nombre de machines prendra la même valeur que $2. Ok. Donc nous, ce qu'on peut faire pour vérifier, on va faire... Vous voyez que le but après, bah, la prochaine vidéo, ce sera de faire la boucle for en fait, qui permettra de faire tourner autant de fois qu'on le souhaite le Docker Run en fonction du nombre de machines. À la fin, on va dire ici echo. J'ai créé dollar. On a dit $nb machine. Hop, voilà. Toc. Voilà. Alors on peut les variables, si on veut pas avoir de... Hop, voilà. Si on veut pas avoir de soucis avec les variables shell, une autre manière de la définir, c'est de mettre des accolades. C'est beaucoup plus simple et ça permet de les mettre entre double cotes sans se poser du tout de questions. Donc là, on va faire notre test. Donc on a supprimé, on va refaire un create et on va dire que c'est égal à 10. Voilà, hop. Donc là on lance, la création du conteneur va aller beaucoup plus vite et voilà, j'ai créé 10. Voilà. Donc on a notre définition par défaut qui a été, la variable par défaut qui a été utilisée. Donc là on peut redropper de toute façon. Hop. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner parce que toutes ces vidéos sont un peu imbriquées les unes avec les autres. Dans une prochaine vidéo, donc on verra ces aspects de boucle pour pouvoir créer autant de conteneurs qu'on le souhaite. Vous voyez qu'on avance progressivement dans notre script. Avant de vous quitter, on fait un git status. Où est-ce qu'on en est? Donc là forcément j'ai deux modifications, donc on va faire un git add celui-ci. Hop, celui-ci. On l'ajoute comme ça, on fait un git commit-m. Hop, je fais un image, voilà. Et donc nous, si on veut travailler comme il faut, normalement on est comme ceci. Hop, voilà. Donc là je fais un git add quand on est un bon développeur. On dit qu'on ajoute deploy.sh. On commit. Donc on avait dit quand on commit, l'idéal c'est d'essayer d'avoir une
dire une sorte de tag pour voir un petit peu ce qu'on fait. Nous là on est en mode développement, mais ça pourrait être correction de bugs ou des choses comme ça. On peut le mettre entre crochets de manière à ce que quand on va aller regarder les git logs, voir quelque chose de parlant tout de suite qui attire l'œil pour voir quand on a fait des corrections de bugs, les événements vraiment importants. Là on va dire ajout de la création de conteneurs. Hop. Toc. Donc là, on est OK. Je suis sur la branche de dev. On pourrait dire, donc là c'est pour réviser du Git. Je passe sur la branche master. Donc je fais un Git checkout master. Donc si je fais un Git branch, je suis bien arrivé sur la branche master. Et je peux faire un Git merge de la branche de dev vers master. C'est-à-dire, je considère que ma branche de dev c'est la plus up et la plus à jour. Et je la fais converger vers ma branche master. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à très bientôt sur Xavki.